bienvenue sur MPedia Podcast, votre rendez-vous avec un spécialiste de l'enfant. Bonjour et bienvenue sur votre podcast proposé par MPedia, spécialiste de l'enfant et de l'adolescent. Alors pour cette première salle de podcast MPedia, nous allons nous intéresser aux premières fois de bébé, première nuit, première tétée, premier lien, première cuillère. Nous aborderons des thématiques diverses autour du sommeil, de l'allaitement, de la nutrition, de l'éveil et du développement sous le prisme des premières fois. Aujourd'hui, nous allons parler des premières vraies nuits de bébé avec le docteur Catherine Salinier. Bonjour docteur. Bonjour. Alors vous êtes pédiatre, présidente de l'AFPA, l'Association française de pédiatrie ambulatoire, experte du site MPedia. Vous répondez aussi aux questions des parents sur le site, notamment sur les thèmes du sommeil et de l'allaitement. Et vous êtes présidente du programme Malin. C'est ça. Oui. Aujourd'hui, nous allons parler de faire ses nuits ou de nuit complète chez un nourrisson. Mais alors, c'est quoi faire ses nuits? C'est quoi une nuit complète? Je crois qu'il n'y a pas de définition. C'est la nuit que les parents ont trouvée bonne. Je crois qu'on peut dire ça. C'est subjectif. C'est très subjectif. Certains parents s'accommoderont très très bien d'une nuit de 3-4 heures, quand d'autres qui sont eux-mêmes gros dormeurs estimeront que s'ils ont dormi 6 heures, ce ne sera pas suffisant. Je crois qu'on peut dire qu'un bébé fait sa nuit quand il est capable d'enchaîner 6-8 heures de sommeil, ce qui correspond à une nuit d'adulte. Mais ça ne viendra pas avant 4 à 6 mois. Par exemple, un bébé qui s'endort à 19 heures et se réveille à 4 heures aura dormi 9 heures. Mais ses parents, d'être réveillés à 4 heures, ne seront pas du tout contents parce qu'eux, ils se sont peut-être couchés à 23 heures. Alors que d'autres seront très satisfaits quand leur bébé s'endort à 22 heures et se réveille à 6 heures. Et pourtant, le second a moins dormi que le premier. Donc tout ça est très relatif. Donc c'est aux parents de savoir un peu quelles sont leurs attentes et surtout de ne pas mettre des attentes trop exigeantes chez un tout petit bébé parce que ça, c'est juste pas possible. Est-ce que concrètement ça s'apprend à faire ses nuits? Comment on peut accompagner bébé? Alors, ça s'apprend pas, c'est-à-dire que le bébé a un rythme tout à fait physiologique. On sait qu'un bébé, au départ, il dort autant la nuit qu'il dort le jour, ou si on se place du mauvais bout de la lorgnette, on peut dire qu'il dort aussi peu la nuit qu'il ne dort le jour. Le bébé est réglé sur un rythme de 25 heures par période de 3-4 heures, elle-même subdivisée en petits cycles de sommeil de 25 à 30 minutes. D'ailleurs, nous allons parler dans un autre podcast que voilà. Je vous invite à écouter. Et donc, ce n'est qu'au départ, il faut que les parents s'adaptent absolument au rythme du bébé. C'est le bébé qui dicte le rythme de la famille. Et il faut absolument ne jamais réveiller un bébé et le mettre en position de dormir, quelle que soit l'heure et quel que soit le moment de la tétée. La tétée est un rythme qui s'adapte au rythme de sommeil et non pas l'inverse. On ne réveille pas un bébé pour le faire manger. Et on n'empêche pas un bébé de téter parce qu'il a tété 2 heures avant. Donc, on n'apprend pas à faire ses nuits. Néanmoins, le passage au rythme plus social, le passage au rythme de la famille, c'est-à-dire au rythme sur 24 heures avec des nuits plus longues et une journée où on est réveillé, se fera d'autant mieux que les parents auront accompagné ce bébé, mais qui est déjà beaucoup plus grand, vers 4-6 mois et non pas nouveau-né, qu'ils l'auront accompagné à se caler un peu mieux sur le rythme de tout le monde. Et cela va venir automatiquement, on va le voir avec les donneurs de temps. Les donneurs de temps, qu'est-ce que c'est? Alors, les donneurs de temps, c'est des signaux que les parents, mais que aussi la biologie donne à l'enfant. Par exemple, la nuit, il fait noir, tout est silencieux, rien ne bouge, et c'est propice au sommeil. Alors que la journée, il y a de la lumière, il y a du bruit, même si les parents ne font pas de bruit dans la maison, il y a des voitures qui passent, on ne se rend pas compte de tous les bruits qui peuvent environner un enfant. Et c'est cette différence entre la nuit et le jour, cette moindre disponibilité des parents la nuit par rapport au jour. Par exemple, le jour, quand le bébé se réveille après avoir dormi 3 heures, par exemple, la maman, le papa vont être tout contents. « Ah, t'es réveillé, viens, on va jouer ». Ils vont être très, très enjoués et très toniques, alors que quand ils se réveillent au bout de 3 heures de sommeil, la nuit, ça va plutôt être « Chut, c'est la nuit, il faut dormir ». Et on va le bercer, on va s'en occuper, bien évidemment, on ne va pas le laisser pleurer. Mais on ne va peut-être pas lui proposer de jouer avec son rocher en pleine nuit. Et c'est ça les donneurs de temps, à la fois
l'alternance jour, nuit, silence, bruit et aussi la moindre disponibilité des parents la nuit qui vont aider le bébé. Il n'est pas question de dressage, il est question d'aide, d'accompagnement, mais qui vont aider le bébé à allonger ses périodes de sommeil plutôt la nuit vers 4 à 6 mois. Ça dépend des bébés, certains vont faire leur nuit beaucoup plus tôt, d'autres le feront beaucoup plus tard, mais en général, vers 8-9 mois, le problème des nuits est réglé. À quel âge un bébé est quand même censé, entre guillemets, faire ses nuits? Ce qu'un bébé doit arriver à faire, c'est à ne pas excéder ses parents. C'est-à-dire que tout est possible. Entre un bébé qui fait ses nuits très tôt et un bébé qui va les faire très tard, du moment que ses parents ne s'en plaignent pas. Ce qui est compliqué, c'est quand ce bébé oblige ses parents à être debout une partie de la nuit. Certaines mamans s'en accommodent fort bien et on sait que ça va passer un jour. Et d'autres parents sont très fatigués, sont excédés et on arrive à des situations très difficiles, soit de dépression maternelle, soit même de gestes excédés des parents vis-à-vis de ce bébé. Et il faut donc intervenir bien avant ça. Il est complètement illogique et aberrant de vouloir absolument qu'un bébé fasse ses nuits à 2 mois, mais il est aussi illogique de ne pas l'inciter doucement, sans l'obliger, mais de ne pas faire une incitation à ce qu'il fasse ses nuits à partir de 6-7 mois. Donc c'est cette jointure qui est difficile à trouver pour certains parents qui ne supportent pas que leur enfant crie et vont bondir de leur lit pour aller s'en occuper plusieurs fois dans la nuit, alors qu'ils devraient, au bout de quelques mois, être capables de lui donner une chance de se rendormir seul sans se précipiter. Il est hors de question de laisser pleurer un bébé pendant 1 heure, mais il est aussi hors de question de se précipiter dès qu'il pousse le moindre gémissement jusqu'à 7-8 mois passés. Donc c'est justement cet ajustement réciproque qui va favoriser que le bébé va faire ses nuits et va faire que ses parents seront sereins. Des parents qui ne dorment pas ne sont pas des parents sereins et c'est aussi nocif pour un enfant que des parents qui le laissent un petit peu pleurer. Parce que vous parliez de gémissement pendant la nuit, se précipiter ou pas se précipiter à partir de 6-7 mois de l'enfant. Donc c'est normal qu'un bébé se réveille la nuit? C'est tout à fait normal qu'un bébé se réveille la nuit puisqu'on a vu que c'était des cycles de sommeil de 35 à 45 minutes regroupés en période de 3 à 4 heures. Ça, c'est le cycle logique du sommeil du nouveau-né. Et progressivement, les périodes de sommeil de nuit vont s'allonger. Et ça, c'est une maturation neurologique qui se fait toute seule, mais qui va être aidée par justement cette incitation implicite des parents. Donc c'est normal qu'un bébé se réveille. Quand il est tout petit, dès qu'un bébé crie, on se lève pour le nourrir puisqu'on sait qu'il en a besoin, parce que sa croissance est rapide, parce qu'il a besoin de téter assez régulièrement. Mais plus il grandit, moins sa croissance va être importante et moins il aura besoin de manger la nuit. Et donc, au bout de 4-6 mois, il faut être assez raisonnable pour lui donner quelques pistes pour se rendormir seul sans forcément attendre d'être nourri ou d'être pris dans les bras. Donc, ce serait à partir de 4-6 mois qu'en fait un bébé n'a plus besoin de se nourrir la nuit, c'est ça? Alors, quand ils sont... oui, c'est à peu près ça. Ça correspond, en gros, si vous voulez, ça correspond aussi à tout un éveil psychomoteur, c'est-à-dire que le bébé est capable, on le voit à partir de 3 mois, il est capable de jouer avec ses mains, il est capable de bien tourner la tête, regarder autour de lui. À 4 mois, il est capable de tenir un hocher. À 6 mois, il est capable de jouer avec ses pieds, de se mettre sur le côté. Donc on voit qu'à partir du moment où le bébé grandit, il acquiert une possibilité de rester seul et de s'occuper seul. Et c'est justement cette maturation psychomotrice du bébé qui va faire que le parent, la maman, le papa vont pouvoir prendre un tout petit peu de recul par rapport à ce besoin de contact permanent que le bébé a pendant ses 3 premiers mois. Donc à partir de 4-6 mois, il devient un petit peu autonome dans ses activités, donc on prend un peu de recul et là effectivement on peut ne pas se précipiter la nuit et ça lui donne un signal de c'est la nuit, il faut peut-être que je me rendorme. Mais ça c'est pas on-off, c'est-à-dire que ça va venir au fur et à mesure de ce que le bébé va demander, de ce que les parents peuvent tolérer. Nous, ce qui est important, c'est ce que tolèrent les parents. Autant certains parents vont s'accommoder sans problème de se lever 5 et 6 fois par nuit, autant d'autres vont être fatigués
excédés, voire déprimés, et c'est de ceux-là dont je vais m'occuper parce que ceux-là ont besoin d'aide. Une des raisons pour lesquelles les parents aussi se lèvent beaucoup la nuit, ça peut être la tétine. La tétine a été inventée de tout temps à jamais pour les bébés qui n'avaient pas la possibilité d'avoir le sein à disposition. Le sein est la façon physiologique de nourrir un bébé et le bébé au sein peut téter sans manger, c'est-à-dire il y a cette succion non nutritive qui permet à l'enfant de se bercer et de s'endormir. C'est le tété câlin, c'est ça? Voilà, c'est le tété câlin, si vous voulez, en tout cas c'est ce qu'on appelle la succion non nutritive. Le tout petit bébé nouveau-né a besoin pour s'endormir de cette succion non nutritive. La différence, donc les bébés qui n'ont pas le sein, qui n'avaient pas le sein, même il y a très très longtemps, vous aviez des bébés qui, quand les mères étaient au champ toute la journée, n'avaient pas forcément le sein à disposition. On a toujours inventé des ersatz de sein pour faire sucer le bébé. La succion est un réflexe, ça n'est pas du tout un besoin. C'est-à-dire que les bébés, effectivement, s'endorment en se berçant au sein, mais quoi que vous mettiez dans la bouche d'un bébé, assez profondément, il suce. Donc, cette tétine a été inventée pour obliger le bébé à sucer quand il n'avait pas le sein à câliner. Et malheureusement, c'est tellement commode, parce que dès qu'on met la tétine dans la bouche du bébé, il se tait, que certains parents utilisent ça tout le temps, à tout bout de champ, dès que le bébé pleure. Or, la tétine devrait être réservée aux pleurs inconsolables, quand vraiment on a tout essayé de le bercer, de lui parler, de lui chanter une chanson, hop, là oui, on peut peut-être lui mettre la tétine, mais dans d'autres cas, on peut très bien le rendormir sans forcément qu'il ait besoin de sucer. Et ce sont ces parents qui remettent la sucette systématiquement, qui vont se trouver effectivement dans cette situation où l'enfant en aura toujours besoin pour s'endormir. Alors que le bébé qui est au sein, au bout d'un moment, ça demande tellement d'efforts de rester agrippé au sein qu'il va le lâcher. Alors que là, il a la tétine au fin fond de la bouche et il ne peut pas faire autrement que de la sucer. Donc il faut dire à ces parents qui se lèvent 6-7 fois par nuit qu'il faut qu'ils apprennent aussi à accepter que le bébé pleure sans forcément lui mettre ce bouchon. D'accord, donc essayer de voir s'il peut se rendormir sans la tétine. Voilà, parce que sinon il sera dépendant et on va créer effectivement une habitude dont il sera très difficile de se sortir. Alors faut-il, les parents nous demandent souvent, est-ce qu'il faut la supprimer? Je crois que la supprimer comme ça, de but en blanc, n'est certainement pas la solution. Mais en tout cas, de sevrer le bébé exactement comme on va le sevrer aussi du sein pour celui qui est allaité, c'est-à-dire la donner de moins en moins, la donner de moins en moins la journée, la donner de moins en moins la garder pour les moments où vraiment elle est indispensable. Et c'est ainsi que l'enfant arrivera à se rendormir sans et qu'il ne se réveillera pas à chaque fin de cycle, comme on le voit pour certains bébés. D'accord. On a vu avant que l'accompagnement du bébé pour faire ses nuits, ça passait par les donneurs de temps. Est-ce que ça passe aussi par la mise en place de rituels au coucher? À partir de quel âge? Alors, les rituels de coucher vont se mettre en place automatiquement. On l'a vu tout à l'heure avec les donneurs de temps, c'est-à-dire que le papa, la maman qui vont amener le bébé dans la chambre, même tout petit dans la chambre la nuit, et le mettre dans son lit pour la nuit, vont certainement avoir une attitude différente de quand ils le mettent en plein jour à dormir. C'est-à-dire que le soir, ils vont tirer les rideaux, ils vont éteindre la lumière, ils vont dire bonjour la lune, au revoir le soleil, et automatiquement, ça crée un rituel. Mais le rituel vraiment tel qu'on l'entend, avec la petite histoire, avec la musique, tout ça, ça vient beaucoup plus tard, vers 4-6 mois. D'accord. En tout cas, ce que je voudrais dire à propos du rituel d'endormissement, il est indispensable parce qu'il est un donneur de temps, mais il faut qu'il soit le plus court possible. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que l'enfant, s'il se réveille la nuit, aura besoin, enfin l'enfant, le bébé, parce que l'enfant, on peut lui parler davantage, mais le nourrisson, le tout petit bébé, aura besoin pour se rendormir la nuit lorsqu'il va se réveiller, des mêmes signaux de sommeil. Donc si c'est biberon, doudou, câlin, musique, histoire, à 2h du matin, ça sera biberon, doudou, câlin, musique, histoire. Donc il faut que ça soit vraiment court et que ça soit le rituel d'endormissement du soir et non pas répété dans la nuit. Donc là, si je résume ce qu'on vient de se dire, donc c'est à partir de 4-6 mois que le bébé va commencer à avoir les capacités
à enchaîner des cycles de sommeil plus longs et elle peut faire des nuits complètes, même si on a vu que c'était assez subjectif finalement comme terme. Et puis que c'est à nous parents, comme pour les autres apprentissages, en fait, de l'y accompagner en lui donnant les marqueurs de temps, en ne se précipitant pas forcément au moindre bruit, en ne répondant pas immédiatement à ses besoins comme quand il est vraiment tout petit, nouveau-né, et puis en mettant en place un rituel du soir, mais le plus court possible et à partir de 4-6 mois. C'est cela. C'est parfait. En résumé, ce que je voudrais dire aussi, c'est que c'est les parents qui ne doivent pas supporter l'insupportable pour eux. C'est-à-dire qu'un bébé n'est pas malheureux. Il y a des bébés malheureux, bien sûr, dans tous les pays, en France aussi. Mais pour un bébé qui va bien, dont le médecin qui le suit a dit qu'il allait bien, qui se développe bien, qui a un développement psychomoteur parfait, les parents ne doivent pas supporter l'insupportable, et c'est-à-dire ce qui pour eux est intolérable. Et se lever 10 fois par nuit, au bout d'un moment, c'est toujours intolérable pour certains parents. Ceux qui le tolèrent, très bien, ils en font ce qu'ils veulent et ils s'accommodent de ça. Pour les autres, il faut qu'ils sachent se dire non. Il faut qu'ils sachent dire stop. Poser un cadre souple, bienveillant mais ferme, c'est la base de toute l'éducation. Et ça, c'est valable aussi pour le sommeil. C'est-à-dire, moi, ta maman, moi, ton papa, je pense que maintenant, tu dois dormir et que tu ne dois plus nous déranger. Et si c'est dit avec bienveillance, mais fermeté, c'est-à-dire qu'une fois que l'enfant est prévenu, qu'on peut le laisser appeler sans y aller parce qu'il a été prévenu, quitte à y aller, bien sûr, au bout de 10 minutes, un quart d'heure, pas au bout de 2 heures. C'est idiot de laisser pleurer un enfant longtemps. Mais chaque fois répéter la consigne, ça sera profitable pour tout le monde. Alors, il y a aussi des parents qui vont vite au moindre cri, au moindre pleur, parce que le bébé dort dans la chambre de son grand frère ou sa grande sœur, donc c'est pas non plus évident. C'est compliqué, il y a aussi les voisins qui tapent au plafond, il y a aussi les difficultés de vie. Je sais bien que c'est compliqué pour certains parents. Il faut qu'ils aillent au plus simple. C'est-à-dire que pour cela, si vraiment le plus simple, c'est de ne pas laisser du tout pleurer l'enfant et de le prendre avec eux, peu importe, pourvu que ce soit ce qui est le moins coûtant en énergie pour eux et en énergie psychique. Si l'aîné se réveille, si le voisin tape au plafond, c'est parfois très, très, très inconfortable. Par contre, il y a des parents qui prennent ça pour motif, alors que j'ai rarement vu un aîné. C'est pas systématique que l'aîné se réveille si on laisse pleurer l'enfant en quelques minutes. Et puis il y a des solutions, on peut mettre le berceau dans une autre chambre, y compris dans la chambre des parents, quand il y a plusieurs chambres. Mais en général, quand les familles dorment ensemble, quand les enfants dorment dans la même chambre, quand les parents, quand tout le monde dort ensemble, parce qu'il y a des conditions parfois qui l'imposent, en général, les enfants n'ont pas de trouble de sommeil, bizarrement, et les enfants arrivent à faire leur nuit. En tout cas, moi je dis toujours aux parents d'aller au plus simple. Oui, un jour il fera ses nuits, ça c'est sûr. Donc on va au plus simple et on va à ce qui est le plus supportable pour les parents. Ce qu'il ne faut vraiment pas faire, c'est supporter ce qu'on ne supporte pas. Et pour ces parents-là qui n'arrivent plus à supporter les nuits hachées, le manque de sommeil, les pleurs de bébé, qui se sentent épuisés, démunis, parfois même dans les questions de MPEDIA, on a des parents qui sont même incompétents. C'est dur, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Ils se sentent incompétents parce qu'ils sont mis en échec par leur bébé, alors qu'ils ne sont pas forcément incompétents. C'est juste qu'ils sont mal accompagnés, c'est juste parce qu'ils sont isolés, et c'est juste parce qu'ils sont inexpérimentés. Quand c'est le premier bébé, on est forcément incompétent. Ce sont les enfants qui font les parents. On ne naît pas parent. C'est parce qu'on devient parent et puis qu'on fait ses expériences. C'est telle attitude qui aurait été « Tiens, j'ai réussi à faire ça, il s'est endormi. Ah ben tiens, j'ai fait ça, au contraire, ça l'a énervé. » Progressivement, les parents vont s'adapter. En tout cas, il y a des parents qui vont mal et dont il faut absolument s'occuper, parce que des parents qui vont mal, ça fera un bébé qui va aller mal. Et un bébé qui va mal, c'est des parents qui vont mal. Donc il se crée un cercle vicieux infernal. Et un des premiers cercles vicieux infernal qui est très fréquent puisqu'il touche environ 15% des mamans, c'est la dépression postnatale, dont on sait maintenant qu'elle touche aussi le papa. Il faut absolument s'occuper de ça parce que la maman, le papa qui sont en dépression ne sont strictement pour rien. Ça leur est tombé dessus parce que les conditions de vie avec un bébé sont telles, et puis parce qu'il y a des remaniements psychiques dans le fait de devenir parent, mais ils n'y sont pour rien. Mais le bébé, lui, pâtit de cette dépression parentale, il pâtit de certaines situations sociales pour lesquelles il n'est pour rien, et les parents non plus.
Donc pour tous ces parents-là, il y a des aides possibles. Bien sûr, ils doivent en parler au médecin qui suit leur enfant, qui peut les adresser, en particulier à la PMI, où il y a des psychologues, des puéricultrices qui peuvent les aider, dans les services de psychiatrie périnatale, où les dépressions parentales sont traitées. En tout cas, des parents qui se sentent vraiment désespérés, acculés, à de grandes difficultés, ne doivent pas rester seuls. Merci docteur. En tout cas, j'espère que les parents qui nous écoutent, ça va les rassurer en tout cas sur leur capacité parentale à accompagner leurs enfants et en tout cas qui vont ne pas hésiter s'ils se sentent mal à pouvoir en parler. Oui, vous avez raison. Moi, ce que je voudrais dire pour terminer aux parents, c'est ayez confiance en vous. Votre enfant n'est pas malheureux parce qu'il crie. Il demande. Si vous donnez toujours, il continuera à demander, il aura raison. C'est à vous de dire stop, c'est à vous de dire non. Et si vous le dites avec bienveillance, mais fermeté et être capable de souplesse dans les directives que vous lui donnez, tout va bien se passer et je vous garantis qu'il va faire ses mieux. Bon, très bien. On va rester sur cette conclusion positive. Merci beaucoup, docteur. C'est un podcast donc proposé par MPedia, spécialiste de l'enfant et de l'adolescent. Et puis, docteur, on va se retrouver dans des prochains podcasts autour de l'allaitement. Avec plaisir. Merci pour votre écoute. C'était MPedia Podcast, votre rendez-vous avec un spécialiste de l'enfant.